Bonjour et bienvenue sur Origami Mama, la chaîne qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à retrouver la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler du pouvoir féminin, comment le trouver ou le retrouver, et notamment grâce à l'art-thérapie. Et nous avons le plaisir de le faire à deux voix puisque j'ai l'immense honneur d'interviewer Catherine Génie, qui est fondatrice de l'école d'art-thérapie de Célestat. Bonjour Catherine. Bonjour. Et avant cela, téléchargez votre bonus qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un rituel personnalisé de bien-être qui vous permettra de retrouver du temps, de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Donc nous allons explorer ensemble le thème du pouvoir féminin, comment le retrouver grâce à l'art-thérapie. Et j'ai d'abord envie de vous demander de vous présenter et de faire un petit peu état de votre première expérience avec cette thématique-là. Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette école? Alors Anna, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire de besoin de réparation en réalité. Et je crois que tous les êtres humains font des choses pour tenter de se réparer. Sauf qu'au début, ils ne savent pas que ça se passe à l'intérieur. Donc, ils font des choses à l'extérieur. Et moi, j'ai commencé comme ça. Moi, je suis une enfant qui est née 9 ans après la guerre, la dernière guerre, 9 mois après le mariage de mes parents, et dans une époque où on était en train de reconstruire le pays. Et donc, je suis née dans l'énergie d'un pays qui se reconstruit. Et ça, c'est important pour chacun. Chacun est né dans une époque, chacun est né dans une société, chacun est né dans une culture et chacun va commencer tout au début déjà à être imprégné par cela. Et moi j'ai été imprégnée vraiment par ce besoin de reconstruire après une occupation et après une destruction d'un pays, avec des parents qui avaient grandi pendant cette période-là et qui avaient eux aussi besoin de se reconstruire. Donc ça, c'est le premier mouvement, qui est un mouvement inconscient avec lequel je ne savais pas être, mais que j'ai évidemment, dans mon introspection plus tard, réalisé. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai grandi dans un lieu un petit peu particulier, puisque j'ai fait quasiment depuis mes 2 ans et demi à 17 ans dans un hôpital psychiatrique, parce que mon père, il était responsable des services techniques et à ce titre, il avait un logement de service. Donc j'ai grandi entourée de gens dont on disait à l'époque qu'ils étaient fous. Et ça a amené beaucoup de souffrance, évidemment, chez l'enfant que j'ai été, puisque j'étais entourée de souffrance. Et en même temps, plus tard, j'ai réalisé à quel point ça avait été une richesse absolument fantastique d'avoir été entourée par des gens qui avaient cette fantaisie d'être sur une autre planète, en quelque sorte, avec leur folie. J'avais aussi, dès l'âge de 14 ans, réalisé que ma mère avait un sérieux problème. Et j'ai finalement grandi dans la violence de mes parents, puisque c'était une époque aussi où on éduquait les enfants à coups de cuir en bois et de ceinturons. Alors je suis la fille aînée d'une fratrie de 4, heureusement que j'ai eu des frères et sœurs. Donc évidemment, quand je suis arrivée au moment où il fallait prendre une décision de ce que j'allais faire de ma vie, j'étais totalement perdue. Et il a fallu un temps infini avant que je puisse découvrir finalement quelque chose qui pouvait me rendre vivante. Donc j'ai longtemps vécu à la marge. En réalité, j'ai vécu à la marge d'une société organisée avec des gens qui travaillaient en entreprise, etc. Moi, j'étais incapable de travailler comme ça. Et ça a été une souffrance parce que je pouvais évidemment me sentir vue comme une pauvre chose qui n'arrivait pas à s'insérer normalement dans la société. Et en même temps, je me sentais vue avec une certaine admiration de me positionner autrement. Donc il a fallu beaucoup de temps dans mon parcours de vie et beaucoup d'étapes, à commencer par avoir envie de m'occuper d'autres enfants. Donc j'en ai fait déjà pour commencer. Et puis j'ai surtout accompagné beaucoup d'enfants au début dans le domaine du loisir, de l'animation, du conte,
de la littérature de jeunesse, tout ce qui pouvait finalement réparer quelque chose de mon enfance qui n'avait pas été sereine, c'était finalement de le proposer à d'autres enfants, sans tout à fait à ce moment-là encore me rendre compte que c'était cette tentative de réparation que j'étais en train de faire. Mais en tout cas, ça a été bénéfique pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai développé une activité de comédienne et de conteuse. Mais toujours, j'avais cette question en moi qui est d'étape en étape, comment est-ce que je peux continuer à évoluer et à développer ma conscience. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours poussée et qui m'a soutenue dans ces chemins de traverse par rapport à une société hyper organisée. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à animer des formations sur le conte, l'art de dire, à rencontrer un public d'adultes qui allait pas très très bien, ce qui m'a donné envie d'abord de me former comme thérapeute, même si mon début de formation, j'avais pas encore le projet véritable d'être thérapeute. Et puis, comme je venais du monde du spectacle et que peu à peu je quittais le monde du spectacle pour m'installer, pour accueillir des personnes en séance individuelle, je commençais à souffrir encore une fois. Finalement, c'est toujours un peu la souffrance qui est un moteur, enfin la conscience d'une souffrance qui est un moteur possible d'évolution personnelle si on en fait le choix. Et c'est comme ça que d'abord les rencontres que j'ai eues avec certains de mes formateurs, qui étaient déjà inscrits dans le courant humaniste de la psychologie et de la philosophie, que petit à petit j'ai eu envie de créer l'école pour pouvoir relier à l'intérieur de moi en tout premier lieu, puisque j'avais compris à ce moment-là qu'il fallait que je fasse les choses pour me réparer moi et pas seulement pour les autres, et petit à petit de me relier à ma créativité et dans l'accompagnement, et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer l'école. C'est vraiment enrichissant votre histoire parce que moi je m'y retrouve aussi un petit peu. Moi je suis née dans un pays qui n'était pas en construction, en reconstruction, mais qui était en déconstruction. Et ça a vraiment marqué aussi mon histoire parce que finalement j'étais dans une perte de repères. Enfin, mon environnement c'était la perte de repères. Ouais. Et en moi ça a laissé un petit peu cette instabilité. Alors moi, je le lis avec mon chakra racine, qui est notre ancrage, notre confiance tout simplement en la vie. Et ça a vraiment marqué ma vie et tous les pas que j'ai faits pour être toujours dans un cadre super rigide. C'est pour ça que voilà, ça m'a amené à faire des études de droit que je ne voulais pas faire. Et finalement, je suis arrivée là où j'ai laissé plutôt libre cours à ma créativité avec cette activité que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai abandonné mon métier de juriste pour me consacrer à ce qui me fait vraiment vibrer, c'est accompagner les femmes dans leur métamorphose, leur redonner l'essence de leur être, de leur faire renouer avec cette féminité, leur intuition intérieure et leur confiance qu'elles ont parfois oubliée ou sur laquelle elles ont mis un filtre. Donc, ce qu'on peut vraiment dire, c'est à quel point notre histoire d'origine est essentielle, quand bien même elle aurait été douloureuse ou compliquée, parce que c'est finalement cette histoire-là qui peut, si on le choisit, nous faire découvrir pourquoi nous nous sommes incarnés. Et donc ça, c'est essentiel à comprendre, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de souffrance dans notre société aussi actuelle, pas beaucoup mieux lotis les gens qui naissent aujourd'hui, mais il y a vraiment une foi à avoir et à prendre conscience qu'on n'est pas né par hasard quelque part et qu'on a fait ce choix-là et qu'on a le pouvoir de s'en emparer de notre histoire pour en faire quelque chose de formidable. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'énergie et la souffrance qu'on transforme, parce que la souffrance, c'est aussi finalement une forme d'énergie et c'est ce qu'on transforme qu'on transmute quelque part. On transforme en quelque chose de positif et en moteur dans notre vie. Souvent, je dis à mes stagiaires que si le monde avait été parfait, qu'on était resté dans un paradis terrestre, on serait resté totalement immobile et niais et idiot. Donc, il y a un vrai sens aussi à cette question de la souffrance. Ça veut pas dire qu'il faut se faire souffrir, on est d'accord. Oui, je l'entends bien.
Et comment définissez-vous l'art-thérapie humaniste? Alors, disons que la forme d'art-thérapie qui est enseignée à l'école s'appuie sur un courant philosophique qu'on appelle le courant humaniste, et sur le plan psychologique qui a été fondé dans le début du XXe siècle par des psychologues et des médecins, dont Carl Rogers notamment, ou Carl Gustav Jung, un certain nombre de personnes comme Maslow, c'est-à-dire des personnes qui ont voulu initier autre chose que ce qui se faisait à l'époque, puisqu'il y avait une époque vraiment où la psychologie, on voulait en faire une science dure pour se faire reconnaître dans ce monde qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, s'était industrialisé, mécanisé, organisé en usine. Il suffit de se rappeler le film Les temps modernes de Charlie Chaplin pour se souvenir qu'on était dans une période où on commençait à transformer les individus déjà comme des robots à produire, et on voulait absolument que la psychologie soit reconnue comme une science dure, puisque c'était aussi l'époque qui voulait cela. Et donc au début du XXe siècle, peu à peu, il y a eu des individus qui ont divergé dans cette vision anthropologique de l'être, qui était vraiment action-réaction, comme si il y avait un système mécanique qui faisait agir tout le monde de la même façon, et qui ont porté un autre regard sur l'être humain, qui l'ont reconnu comme beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait bien dire à l'époque, et qui ont amené, comment est-ce que je pourrais dire ça, une vision plus globale, c'est-à-dire le fait que l'être humain n'est pas seulement un corps, ou n'est pas seulement une machine pour répondre aux exigences de la production ou de la productivité, mais aussi un cœur, aussi une âme, aussi un esprit, aussi une histoire, aussi surtout, vous savez, comme ce qu'on appelle l'entéléchie, c'est-à-dire comme quelque chose dont ils sont porteurs, comme la graine du chêne contient déjà tout le chêne, et qu'ils n'ont besoin que de épanouir ce qui est à l'intérieur d'eux pour pouvoir s'accomplir. Donc cette vision holistique qui prend l'être dans son entièreté ou dans sa globalité est une des premières étapes de changement vraiment de regard sur l'être humain. Et puis comment dire, évidemment, le courant humaniste a peu à peu aussi intégré la dimension spirituelle de l'être humain, et la connaissance qu'il y avait quelque chose de plus grand que notre ego, tout simplement. Et tout ça, évidemment, était intuitif à l'époque, chez Carl Gustav Jung ou chez Rogers à la fin de sa vie. Et aujourd'hui, c'est complètement confirmé aussi par toutes les recherches qui sont faites autour de ce thème-là, autour des NDE, autour de il y a eu aussi tout le travail autour de l'hypnose aussi qui nous a fait comprendre qu'on avait une grande dimension qui était reliée à l'univers, qu'on appelle l'inconscient. Après, le vocabulaire qu'on va utiliser, ça va être selon la croyance de chacun. Il y en a qui l'appellent Dieu, il y en a qui l'appellent l'inconscient, le grand tout, le tout autre, appelons-le comme on veut, mais c'est cette force qui nous meut et qui nous anime finalement et à laquelle on est relié en permanence. Donc ça a été vraiment le début d'une dissidence par rapport à une vision mécaniste de l'être humain, avec une autre vision. Et dans le travail qu'on accompagne en art-thérapie, il y a plusieurs choses qui sont essentielles. C'est de la part du thérapeute la foi dans les ressources de l'autre, et cette conscience que chacun d'entre nous a un mouvement qui vise à se développer et à créer quelque chose, puisque finalement le premier mouvement de l'être humain, c'est de jouer et de créer, c'est ce que fait l'enfant petit. Donc c'est de redonner cette énergie à l'être humain et le faire sortir de faire quitter de nouveau ce travail de bête de somme en quelque sorte
que l'on retrouve aujourd'hui encore. Oui. Ouais. Et justement, comment est-ce que vous définissez le terme de retrouver son pouvoir féminin? Alors, retrouver son, ça c'est une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure. Évidemment, quand vous regardez ce qui se passe sur la planète, concernant la moitié de la population de la planète, on peut être vraiment chagriné. Retrouver son pouvoir féminin, on l'a toujours. Il est pas parti ailleurs. On l'a toujours à l'intérieur de nous. Simplement, je crois que c'est l'ignorance qui nous en coupe. Et cette ignorance, ça n'est pas un défaut des femmes aujourd'hui, mais c'est relié à notre héritage, à l'héritage de nos lignées de femmes. Si on regarde dans l'histoire, moi je repensais à ma mère, l'autre jour je me disais, elle a eu le droit d'avoir un compte en banque en 1965, alors qu'elle était déjà institutrice et qu'elle gagnait déjà sa vie. Donc elle avait même pas son compte en banque. Donc il faut qu'on regarde d'où on vient déjà, en tout cas dans nos cultures, oui. Et comment nos mères ont vécu, qu'est-ce qu'elles nous ont transmis ou pas. La plupart des femmes n'ont pas été initiées à l'énergie féminine, elles ne savent pas au fond, ne savent pas qu'est-ce qui fait la particularité du féminin. Et pourtant, c'est là tout le temps. Une des grandes particularités du féminin, c'est sa force d'attraction. C'est extraordinaire. Mais c'est tellement pas transmis que les femmes n'ont pas conscience d'à quel point elles sont une force d'attraction. Et c'est une force d'attraction qui est présente partout dans la nature. Je veux dire, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de fleurs, il y a rien qui ne pourrait pousser s'il n'y avait pas cette force du féminin, puisque c'est la force de la planète, c'est la force de la terre-mère, c'est la force de tout ce qui pousse, c'est la force de la nature. Donc nous sommes faites, nous les femmes, de cette force-là. Bien, on nous a fait croire qu'on était le sexe faible. Et ça, c'est du délire, puisque finalement, nous sommes le sexe fort, nous sommes le sexe qui porte la vie, qui donne la vie, qui nourrit la vie. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du féminin. Et nous sommes aussi la force créative et créatrice en permanence. Simplement, on a été bafoué, on a été mal considéré, ça l'est encore aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe encore actuellement. Et je crois pas qu'il faille seulement, je crois qu'il est urgent d'abord d'initier toutes les femmes de nouveau à cette réalité d'une puissance extraordinaire que nous portons en nous, que beaucoup d'hommes nous jalousent d'ailleurs, en fait. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont enfermés dans ce patriarcat où la force d'attraction et la force des femmes leur a fait tellement peur. Et ça, c'est une histoire qui date de... Moi, j'ai travaillé sur la mythologie des Sumériens avec l'épopée de Gilgamesh et le mythe d'Inanna. Et on sait déjà, et là, ça fait il y a plus de 5000 ans, on sait déjà qu'à ce moment-là, le patriarcat s'installait, que les hommes avaient déjà peur parce que les femmes donnent la vie, parce que les femmes ont ce pouvoir. Et donc, elles ont une force telle d'attraction que comme les hommes ne maîtrisent pas bien leurs pulsions, ils ont décidé de les enfermer. Donc, il y a une vraie initiation à faire des hommes aussi. On ne peut pas, comment est-ce que je pourrais dire, on ne peut pas continuer à se battre contre les hommes ou à se défendre contre eux. Nous avons à nous réemparer de notre puissance et à initier les hommes, parce que il y a une fausse croyance chez les femmes, c'est que les hommes savent. Mais les hommes ne savent rien du tout. Ils savent pour eux peut-être, et encore, mais ils savent pas pour les femmes. Et donc il faut que les femmes, elles se réapproprient leur propre savoir. Donc ça, c'est tout un parcours d'initiation et de restauration vraiment, et de dépoussiérage des fausses croyances sur les femmes. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouve que c'est vraiment exacerbé avec la façon dont on met au monde aujourd'hui dans notre société occidentale, parce que c'est vrai que c'est hyper médicalisé et c'est le médecin qui est généralement un homme qui est le sachant. Et c'est lui qui sait comment est-ce que nous on doit accoucher. Donc c'est juste à l'envers de ce qu'on fait depuis des millénaires.
Mais oui, moi j'ai une arrière-grand-mère dont le prénom était Catherine aussi, et qui avait mis au monde 12 enfants, et qui était considérée comme la sage-femme du village, puisqu'elle avait mis au monde 12 enfants vivants. Hein. Donc oui, c'est l'appropriation par les hommes de l'acte médical et de l'acte de la naissance, qui est déjà une grande blessure. Hein. Et pour avoir mis moi 2 enfants au monde, je sais comment j'étais ignorante comme beaucoup de femmes. Hein. J'étais très jeune quand j'ai mis mon premier enfant au monde, mais on me l'a pas fait pour le deuxième. Hein. Et je me rappellerai toujours que je m'étais débattue. J'avais engueulé d'ailleurs le gynécologue parce qu'il me faisait mal. J'avais vraiment engueulé parce que il me disait oh. Je lui dis non mais vous avez accouché, vous savez ce que c'est. Et je l'ai plus jamais revu, hein, parce que je supportais pas qu'on m'engueule. Donc il faut pas que les femmes se laissent faire déjà au moment de l'accouchement. Je sais que c'est pas facile quand on met au monde son premier enfant, c'est pas très bien, mais il faut pas se laisser faire vraiment et affirmer ce qu'on ressent et affirmer ce dont on a besoin. Ça c'est vraiment essentiel. Et je sais que j'avais tellement cassé les pieds à la sage-femme qu'elle s'était engagée à ne pas m'enlever mon bébé, à le baigner à côté de moi, à me le mettre au sein. C'était à l'époque, c'était pas encore tout à fait gagné à ce sujet. À tel point que les médecins, quand ils sont venus faire leur tour, comme ils font habituellement, sont venus me dire ah bon, alors vous avez révolutionné la pouponnière, hein, etc. Faut pas hésiter à révolutionner là, ça suffit quoi, d'accepter ça, parce que les médecins ils sont des sachants mais ils sont pas dans notre corps, hein. Oui, c'est sûr. On appelle ça même les violences obstétricales, hein, tout simplement. Mais oui, donc les femmes ne doivent pas se laisser faire. Ça a commencé par oser affirmer ce qu'elles ressentent et à refuser ce qui n'est pas bon pour elles et ce qu'elles ne veulent pas pour elles. Il faut parler. Il faut parler. Et pourquoi est-ce qu'on a tendance à se couper de notre puissance intérieure en tant que femme, et notamment en postpartum, et à certains moments clés aussi de notre vie? Alors ça, c'est un thème assez complexe parce qu'il est à la fois relié à notre culture. Hein. Je veux dire, on n'a plus ce temps après la naissance de l'enfant. Comme à une époque où les mères sont dans un cocon protégé avec le soutien de leurs compagnons, parce que les hommes ne savent pas, il faut aussi leur apprendre. Le rôle de l'homme à ce moment-là, en quelque sorte, c'est de materner la mère, c'est d'avoir du soin pour elle, pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle puisse vraiment prendre soin de son bébé, se reposer, prendre ce temps pour elle. Mais on est dans une société déjà qui ne reconnaît pas qu'on puisse avoir nos règles, hein. Oui. On sait bien comment parlent certains hommes quand une femme est pas d'accord ou qu'elle est pas d'aimable humeur et qu'on dit qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle a ses ragnagnas, etc. avec un certain mépris quand même. Hein, ça se passerait pas si c'était l'inverse. Hein. Si c'était un homme qui tapait du poing sur la table, personne lui dirait mais qu'est-ce qui t'arrive ouais, t'as des hémorroïdes oui, ou quoi? C'est exactement ça. Donc on voit bien que c'est toute une société qui fait violence au féminin en quelque sorte à différents moments. Donc oui, c'est évident qu'il y a un moment où quand la femme vient de mettre un enfant au monde, elle est fatiguée. Elle a fourni un effort avec l'accouchement qui équivaut à je sais plus combien de kilomètres de marathon, enfin c'est énorme. Et ça on ne lui reconnaît pas, ce temps, on lui reconnaît pas ce besoin d'être entourée, d'avoir du repos. Et c'est comme si elles n'avaient pas le droit à leur vulnérabilité à ce moment-là. Oui, et puis d'ailleurs, dans certaines cultures, dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, on a un congé maternité qui est long, donc au moins 1 an, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans selon les pays. En France, c'est quand même que 4 mois et dont 3 semaines avant l'accouchement. Je crois qu'il faut vraiment, peut-être qu'il y a un apprentissage qui est valable pour nous toutes, c'est de reconnaître ce que nous ressentons et de reconnaître que ce que nous ressentons, si c'est là, c'est que ça doit être pris en compte et que ça veut pas dire qu'on est coupé de son féminin quand on est fatigué, quand on a besoin de s'enrouler sur soi-même pour se reconstituer, se régénérer, quand on n'est pas dans un moment pour répondre aux désirs de l'homme.
quand on allait et que c'est plus ou moins facile, ou que notre enfant aussi requiert notre attention. Donc il y a une vraie difficulté dans les couples aussi à ce moment-là pour la place de l'homme. Et il faut vraiment que les femmes osent demander de quoi elles ont besoin clairement aux hommes, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent pas quoi et comment faire, mais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne demandent pas, et souvent elles imaginent qu'il est censé savoir ou qu'il est censé comprendre, sans qu'elles aient besoin de formuler clairement de quelle aide elles ont besoin. Et ça, c'est vraiment des choses que j'apprends ici, basiquement à l'école. Mais demande clairement de quoi tu as besoin et qu'est-ce que peut faire l'homme pour toi ou l'autre pour toi. Soit une mère, une grand-mère, un compagnon, peu importe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? De quoi tu as vraiment besoin? Donc c'est vraiment l'écoute de soi, l'écoute de son besoin, et le verbaliser et oser demander de l'aide. Ça, c'est une des premières étapes qui permet aussi à l'homme de reconnaître quelque chose de la femme qu'il ignore. Donc c'est pas forcément perdre sa puissance à ce moment-là. C'est simplement être dans un moment différent qui nécessite du soin, de l'attention, de l'écoute, du temps, et d'être reconnu là-dedans. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir justement par rapport à ce que vous disiez. Formuler son besoin correctement, c'est la base de la communication non violente. Mais oui. Donc déjà, partant de là. Et la deuxième chose, c'est que souvent les femmes ne s'autorisent pas à demander parce que elles ont peur de projeter l'image de quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors paradoxalement, on a besoin de cette aide-là, mais on ne s'autorise pas à le demander de peur de paraître faible. Vous savez ce qui rend l'homme intelligent? Quand je dis l'homme, c'est l'être humain. C'est précisément que c'est l'être le plus faible sur la planète. Il n'a plus de griffes, il n'a plus de poils, il n'a plus de carapace. Tout ça, ça s'est ramené à l'intérieur. Et il expose la partie la plus vulnérable au monde, contrairement aux mammifères qui marchent parallèlement au sol, d'accord? Donc, reconnaître sa vulnérabilité, c'est fondamental. Oui, tout à fait. Comment l'acte de création artistique peut aider à renouer avec cette force intérieure? Alors, une des particularités des femmes, c'est pas seulement l'attraction, c'est la créativité. Sur toute la planète, tout ce qui est dans la polarité féminine peut créer, à condition que cette polarité soit informée par l'énergie du masculin. On est d'accord. Donc, c'est de pouvoir faire alliance déjà avec le masculin. Et non pas le vivre comme un ennemi ou comme un opposé. Alors, ça peut se vivre comme ça, je peux le concevoir. Mais vous parliez de communication non violente tout à l'heure. Ça serait un vrai apprentissage pour les hommes et les femmes au sein des couples pour pouvoir créer ensemble. Parce qu'on a besoin des deux, sinon il n'y a rien qui pousse sur la planète. Donc, ce que, en tout cas, nous proposons à l'école, c'est de renouer vraiment avec cette polarité du féminin que portent aussi les hommes, d'ailleurs, puisqu'on est fait des deux polarités chacun, avec notre pouvoir créateur sur tous les plans. Au départ, quand on est enfant, on est créature de nos parents. Et finalement, le passage à l'âge adulte nous fait pas toujours sortir de cet état de créature, parce qu'on obéit sans le savoir encore, je dirais, aux croyances, aux injonctions, à la culture familiale, et souvent on continue de vivre comme si on était toujours avec papa et maman, alors qu'on est avec notre compagnon. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a comme des fantômes, les fantômes de notre histoire dans nos relations avec les autres. Et donc la première étape, c'est de pouvoir aller revisiter et re-questionner notre héritage, même immédiat, ce qu'on nous a fait croire, ce que notre mère a dit sur les hommes, ce que notre mère a dit sur les femmes, les jugements qui ont été portés sur nous. Si ça, on le re-questionne pas,
on reste obéissant à ça sans en avoir conscience, et même plus que ça, on croit que c'est notre propre identité. Et donc il y a un processus dans le travail thérapeutique qui est essentiel, c'est de pouvoir se désidentifier de tout ce qu'on nous a fait croire en tant que femme pour pouvoir se retrouver vraiment dans notre être profond. Et à ce moment-là, on est de nouveau relié à notre créativité. Et elle va se jouer sur tous les plans. Elle va pas se jouer seulement sur le fait de mettre des enfants au monde ou de créer artistiquement. Elle va nous permettre de créer la vie que nous avons envie d'avoir. Donc ça veut dire de nouveau rétablir un peu les choses dans l'ordre, c'est-à-dire être capable de nouveau de retrouver quelles sont les lois de l'univers, les lois du vivant, plutôt que ce qu'on nous a inculqué, je dirais aussi à l'école, encore aujourd'hui, ce qu'on nous inculque à l'école, ce qu'on nous raconte, ce que raconte une société. Donc il y a une vraie remise en question, un vrai regard à porter d'abord sur ce qui nous a construit aussi et qui nous a permis au minimum d'être agissant dans notre société basiquement, d'avoir un toit, de nous nourrir, de ce qu'on appelle la survie finalement, et qui n'est pas vraiment la vie, qui est juste la survie. Et c'est le re-questionnement de ce qu'on nous a inculqué. Donc c'est de commencer à se rendre compte que on doit se retourner vers soi-même et pas vouloir être la bonne personne pour le monde extérieur. Ouais, c'est parce que c'est ce qui nous fait perdre notre puissance, c'est quand on veut plaire, quand on veut se faire aimer, quand on veut correspondre à ce qui est attendu de nous, quand on va rentrer dans le désir de l'autre pour se faire aimer, etc. Quand on a peur de ne pas être aimé, en fait, ce sont nos peurs d'abandon, de rejet, de ne pas être aimé, qui sont autant de blessures qu'on a vraisemblablement chacune au fond de nous. C'est vraiment d'aller regarder ces blessures-là pour traverser ces peurs-là. C'est la seule condition qui va nous permettre de retourner notre énergie, qui est puissante finalement, parce que s'empêcher d'être qui nous sommes, ça demande une énergie folle. Répondre aux attentes des autres, ça nous demande une énergie folle. Se taire alors qu'on aurait besoin de piquer une grande colère et d'être pas d'accord, ça nous demande une énergie folle. C'est de pouvoir réutiliser cette énergie à notre propre profit. Donc c'est vraiment un retournement, c'est comprendre qu'il va falloir qu'on commence par se retourner vers soi-même et vers sa propre intériorité. Parce que la particularité du féminin, c'est l'intériorité. C'est pour ça que dans le monde, on voile les femmes par erreur, parce que c'est le féminin qui est voilé. Pourquoi il est voilé? Parce qu'il est à l'intérieur de nous, parce qu'il est dans l'ombre, parce qu'il est au niveau de l'inconscient. Et que c'est pour ça que les enfants, quand ils dessinent le soleil. Le soleil, c'est papa. Le soleil, c'est le père, c'est la conscience, c'est ce qu'on voit à la lumière du jour. L'inconscient, c'est ce qui est dans l'obscurité, c'est en lien avec la nuit, avec la lune, avec le féminin, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est voilé. Mais on n'a pas à voiler les femmes. Moi, mes filles, elles sont omnubilées par la lune. Elles adorent regarder la lune. Elles sont fascinées, je dirais même. Elles sont vraiment fascinées, et c'est drôle parce qu'elles se rendent pas compte encore du lien entre la lune, leur pouvoir féminin, leur essence. Elles se rendent pas compte parce qu'elles ont 5 ans et 3 ans, donc c'est clair. Elles sont juste branchées direct. Exactement, et elles sont fascinées, elles adorent regarder la lune. Et après, quand on arrive à l'école primaire, on apprend à penser comme un mec. Pour moi, ça a été une grande souffrance en tant qu'enfant. J'étais incapable de... on n'est que dans de la logique, dans ce qui est rationnel, on n'est plus dans oui, parce qu'on parle l'intuition. de l'âge de raison à l'âge de 7 ans. C'est vrai que c'est un passage qui est indispensable. Mais le problème, c'est que à l'école, on va devoir nier la partie féminine la plupart du temps. Et on ne tient pas compte du mode de pensée féminin. Le mode de pensée féminin, il est circulaire. Le mode de pensée masculin, il est logique et linéaire. Mais ça veut dire que de l'autre côté, on bride aussi les hommes dans leur capacité à utiliser l'énergie féminine qu'ils ont aussi. Mais évidemment, quand je dis masculin-féminin, je parle pas des hommes et des femmes, je parle vraiment des polarités. Oui. Ouais, absolument. Oui, ce sont des énergies qui vont s'alterner un peu comme le yin et le yang. Il y en a elles ont besoin de faire alliance. Elles ont besoin de faire alliance, évidemment.
Donc le féminin, il a une façon de penser circulaire, comme la planète, comme tout sur la Terre. Est-ce que vous avez des exemples de transformations vraiment inspirantes que vous avez pu voir lors de vos formations et de vos thérapies ici à l'école? Alors, je peux regarder ça sur, pas seulement à l'école, mais sur toute la période où j'ai accompagné des personnes individuellement. Oui, il y a des personnes, on va dire, au début, d'abord les femmes deviennent plus belles, souvent. Au bout de 6 mois, 1 an d'accompagnement, de soutien dans le travail thérapeutique, art thérapeutique ou même de formation à l'école, elles osent plus, elles changent de coiffure, elles changent de vêtements, il y a quelque chose qui s'épanouit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont guéries de tout, mais il y a quelque chose d'un ressort plus confiant qui va leur donner l'envie d'être au monde un peu plus, d'oser être au monde un peu plus, d'oser être un peu plus consciente, oui, de leur pouvoir d'attraction, parce que ce qui tue les jeunes femmes aujourd'hui, c'est on les initie pas à ce pouvoir. Donc elles se font maltraiter parce qu'elles se rendent pas compte de ce pouvoir qu'elles ont, elles savent pas le gérer. Donc ça, c'est une première étape. Après, il y a des choix qui se font dans la vie, dans les relations avec leurs enfants, avec leurs compagnons, avec leur famille, avec leurs parents. Une autre posture qui change, c'est-à-dire que l'enfant, l'infant, c'est celui qui n'a pas vraiment la parole. Il peut pas parler. Donc là, elle commence à parler, elle commence à se positionner, ne serait-ce qu'autrement en face de leur mère ou de leur père quand ils sont encore vivants, mais aussi en face de leurs compagnons, en face de leurs enfants, parce que évidemment, ça va commencer à faire bouger l'environnement de la personne, familial, amical, même professionnel, selon les lieux où elle travaille. Et puis, il y en a certaines qui ont fait des choix de réorientation professionnelle ou de séparation aussi, parce qu'elles se sont rendues compte d'une souffrance qu'elles continuaient de vivre en relation avec un compagnon qui ne bougeait pas et qui n'évoluait pas non plus, lui. Il y a des personnes aussi qui, évidemment, les personnes qui viennent en thérapie sont souvent, ou en formation, sont des personnes qui sont porteuses de souffrance. Donc, il y a des personnes qui doivent, par exemple, vraiment prendre des décisions qui peuvent paraître douloureuses mais indispensables quand ils ont des parents, l'un ou l'autre parent toxique. Je pense à une de mes stagiaires dont la mère est vraiment véritablement toxique et qui a vraiment besoin de quitter la relation, d'accepter, en tout cas momentanément, de ne pas continuer d'être nourri à ce poison. Et donc c'est difficile parce que le lien affectif du petit, il est encore toujours là finalement profondément, et qui a une peur de s'autonomiser. Donc oui, en fait, je pense que les personnes qui ont j'ai des gens qui défilent comme ça dans ma tête et qui ont réussi à se positionner autrement professionnellement, à retrouver goût à leur métier alors qu'elles l'avaient perdu parce que elles osent l'habiter pleinement elles-mêmes et pas selon ce qu'on attend d'elles. Je pense à une des profs qui est arrivée en formation et qui n'aimait plus son travail, n'aimait plus son métier, et qui, au bout de 6 mois, 1 an de formation, a repris goût à l'enseignement et a osé proposer des choses à ses élèves qui sont des adolescents pas faciles, et a osé parler d'elle, oser partager, ne plus se positionner en tant que sachante, mais en tant qu'humain, comprenant d'autres humains à un autre moment de leur vie, évidemment. C'est pas, comment dire, je peux pas dire que c'est extravagant comme ça tout à coup, quelque chose d'exceptionnel, parce que ça se fait de petite touche par petite touche par petite touche, parce que le changement il doit s'intégrer, et c'est un chemin, c'est pas une potion magique, c'est pas une baguette magique, même si parfois en tant que thérapeute on aimerait bien l'avoir cette baguette. C'est vraiment de soutenir ce parcours qui se fait progressivement, d'étape en étape, et qui est vraiment, moi j'appelle ça l'alchimie
parce qu'il y a une transmutation de l'énergie à l'intérieur. Et petit à petit, une fois travaillé dans la séance ou en formation, souvent les personnes reviennent en disant « Oh, c'est incroyable, il s'est passé ça et ça » ou « Oh, c'est incroyable, j'avais une personne qui ne parlait plus à sa mère depuis 3 ans, elle s'était fâchée. » Donc elle a travaillé sur la relation à sa mère et elle revient à la séance suivante, elle me dit « Tu sais pas ce qui s'est passé ?» Je dis « Ben non », elle me dit « Mais ma mère m'a rappelé, ça fait 3 ans qu'elle m'avait plus appelé. On a pu se parler de nouveau, etc. » Donc c'est pas des choses qui sont visibles comme ça, mais qui sur le chemin de vie va tout à coup construire la paix du cœur. Voilà. Oui, c'est un changement dans l'énergie aussi qu'on envoie, qu'on projette, et du coup ça nous est renvoyé de la même manière. Voilà. Donc les autres restent qui y sont, mais ils vont pas répondre de la même façon parce qu'on va s'amener avec une autre énergie. Et cette énergie qu'on amène au départ, on n'en a pas conscience évidemment. Donc c'est tout le travail, quoi. Donc c'est vraiment un travail. Moi j'ai appelé art thérapie mon travail parce que la thérapie pour moi est un art aussi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est un art de la relation. Et quels sont les blocages les plus courants qui empêchent les femmes de s'autoriser à créer et à exprimer pleinement leur plein potentiel et leur essence? Déjà les jugements, Alors, la question du jugement, elle est intéressante parce que, bien sûr, on grandit dans le regard de nos parents. Moi, j'avais un père, je veux dire, on peut traduire quand on est enfant ce qu'on voit dans les yeux de son père ou de sa mère, approbation, désapprobation, critique, jugement. On en tire soi-même des conclusions en tant qu'enfant, même s'ils sont pas formulés, même s'ils sont implicites. Donc c'est de commencer par examiner quel jugement on croit que les autres portent sur nous, mais qu'en réalité on porte sur nous-mêmes. Ça c'est la première étape. Parce que la première chose que disent les femmes, c'est « j'ai peur du jugement des autres ». Donc c'est déjà d'identifier, de verbaliser les jugements. De quel jugement s'agit-il? Voilà, de mettre des mots là-dessus. Et petit à petit de se rendre compte que les autres, ils ont vraiment d'autres chats à fouetter que de nous juger en tant que femmes, et que c'est nous qui continuons de nous juger comme ça parce que nous avons reçu ces jugements et qu'on les a introjectés. C'est-à-dire l'introjection, c'est quelque chose qui dit on l'a pas digéré encore et c'est devenu notre propre identité. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle. Ouais, de sortir de cette grille de lecture, ce filtre qu'on a mis et dans lequel on doit rentrer, quoi. Comme alors, si on devait rentrer dans des cases. C'est pas nous qui l'avons mis. C'est pas nous qui l'avons mis. C'est le regard dans lequel on s'est construit, c'est les paroles avec lesquelles on s'est construit et qu'on a introjecté. Ouais. Introjecté, c'est un processus, je veux dire, la psyché, elle est un petit peu comme le processus de la digestion. C'est-à-dire, si vous avalez quelque chose d'indigeste, ça reste sur l'estomac. Si on a reçu un jugement négatif ou dénigrant, ça reste sur l'estomac de la psyché, je dirais ça comme ça. Et ça va nous laisser à l'âge où on l'a reçu. Donc si c'est en plus quotidien, c'est un trauma en fait. C'est un trauma. Et ça c'est la première étape vraiment. C'est une des choses la plus violente qui soit, le dénigrement du féminin, le jugement négatif qu'on a pu avoir sur notre corps, sur notre comportement. Je veux dire, moi j'ai connu un père qui me traitait de pute parce que je me mettais du Ricyl à 15 ans pour aller au lycée, et je retrouve ça encore aujourd'hui sur des femmes beaucoup plus jeunes. Ça laisse une empreinte et ça s'appelle un trauma. Voilà. Donc ça c'est vraiment un des premiers gros blocages que confrontent les femmes. Et une fois les jugements levés, après il y a beaucoup plus de liberté évidemment. Après il y a les peurs, il y a ce que je disais tout à l'heure, les peurs d'être qui sont liées aux blessures avec lesquelles on est venu, notre âme est venue au monde, les différentes blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc. On en est porteur et on va les revivre 1 fois, 2 fois, 10 fois avant de pouvoir en prendre soin. Donc ça c'est je dirais les 2 choses essentielles, quoi. Les blessures initiales dont nous sommes porteurs
ou porteuse en venant au monde. Je dis porteur aussi parce que c'est valable pour les hommes. Et le jugement, c'est de toute façon valable pour les hommes comme pour les femmes, ces deux questions-là. Et justement, comment dépasser cette peur du jugement dans le processus créatif? Comme je viens de vous l'expliquer, il va falloir y faire face. Faut le regarder droit dans les yeux et oui, moi je dis souvent à mes conscience. stagiaires qu'on peut pas sortir d'une pièce si on n'y est pas rentré d'abord, d'accord? Donc c'est y faire face. Donc en art-thérapie, on peut y faire face en le jetant sur papier, avec les couleurs, avec toute la rage que l'on peut ressentir. C'est le mettre à l'extérieur, c'est l'identifier, le mettre à l'extérieur. Mais ça, on peut le faire que si on accepte d'y faire face. Donc c'est douloureux. C'est douloureux. C'est pour ça que tout le monde ne fait pas ce travail. C'est pas si simple. Donc il faut du temps et il faut y aller à petits pas. Et notre énergie varie en fonction de nos cycles, donc les menstruations, la maternité, mais aussi la ménopause par la suite. Comment l'art-thérapie peut nous aider à mieux comprendre et à honorer ces fluctuations? Alors je dirais la thérapie tout court, que ce soit l'art-thérapie ou la thérapie. J'ai envie de dire que c'est un peu toujours la même réponse que je pourrais faire, c'est de dire qu'il faut commencer par reconnaître que c'est notre réalité. Je vais vous donner un exemple un peu stupide, mais qui illustre vraiment ce que j'ai envie de dire. C'est que je vivais il y a quelques années en arrière dans la montagne et je me suis levée un matin, il avait neigé et ma voisine, elle sortait en même temps que moi de sa petite maison et elle me dit: t'as vu, c'est la merde. Et moi je lui ai répondu: non, c'est de la neige. D'accord? Et cet exemple, il m'est resté parce que il illustre vraiment bien ce que j'ai envie de dire, c'est que nous devons d'abord nous-mêmes reconnaître notre réalité. Et notre réalité de femme, c'est que, et de la planète, parce que nous sommes de la planète, nous avons la planète en nous, nous avons le monde en nous, nous ne sommes pas dans le monde, nous l'avons à l'intérieur de nous, ce monde. C'est de reconnaître ce qui est là, et pas de vouloir autre chose que ce qui est là. Et que la neige, c'est pas de la merde, c'est de la neige. C'est-à-dire, j'ai mes règles. Ok. Est-ce que je peux les accueillir? Je peux pas les accueillir si on m'y a pas préparé. Si j'ai eu une mère qui m'a dit que c'était de la merde, justement, que c'était emmerdant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend vraiment de comment j'ai été initiée, comment j'ai été préparée, comment j'habite mon corps, ça c'est vraiment le passage, évidemment, que chacune vit à l'adolescence, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Donc, revisiter cet endroit-là, c'est indispensable. Comme revisiter ses premières relations sexuelles, comment je les ai vécues, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. On peut pas faire autrement que d'aller à l'intérieur regarder comment ça s'est passé au départ. Et ça, c'est la première étape pour pouvoir accueillir et reconnaître et honorer qui nous sommes en tant que femmes. Et tant que j'obéis aux injonctions, aux diktats, aux croyances, aux exigences, aux attentes de notre société d'être performante, etc., je vais souffrir. Alors que c'est un moment où nos ancêtres, et si je remonte dans d'autres cultures, je sais pas dans la vôtre comment c'était, mais où les femmes elles s'arrêtaient. Je veux dire, il y a des années de ça, j'ai eu l'occasion de visiter un mikvé. C'était un bain rituel des femmes juives dans les sous-sols d'un immeuble à Montpellier. C'est vous dire, c'était pas ouvert au public, mais bon, j'ai eu l'occasion de dire ce temps où les femmes elles se donnent à elles-mêmes. Il n'existe plus dans notre société. Non, c'est vrai. On court après le temps, tout le temps. Surtout que le temps, c'est quoi? C'est rien du tout. Ça n'existe pas vraiment. Ça, c'est juste, on court après les exigences de notre société. Ça, oui. Mais pas après le temps. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'elles initient entre elles, peut-être entre copines, je sais pas,
Moi, à une époque, j'avais rendez-vous comme ça avec ma voisine qui réunissait tous les lundis toutes ses copines. Et on se parlait en tant que femmes. Je crois que c'est vraiment indispensable que les femmes se rencontrent, qu'elles se parlent, qu'elles se racontent leurs règles. Moi, j'ai accompagné des femmes qui étaient au chômage longue durée sur l'expression écrite et l'expression orale. De quoi on a parlé pour parler des premières règles. Et c'était des femmes qui avaient 40, 50, 60 ans, qui étaient au chômage. C'est indispensable. Parlons. Ouais, en plus, c'est un sujet qui est relativement tabou. Et regroupons-nous. Oui. Parlons et regroupons-nous. Quand je me suis installée comme thérapeute, j'ai commencé comme ça, j'ai organisé des cercles de femmes. C'est extrêmement important. Ouais. C'est très intéressant. C'est enrichissant en plus comme expérience. Oui, tout à fait. Donc, c'était quoi la question des règles, hein, c'est ça? Oui, la question comment est-ce qu'on peut au mieux honorer et comprendre les fluctuations que l'on a et grâce à l'art. Oui, à les humeurs, etc. Hein, bien sûr, mais moi je crois que il est indispensable de les accueillir comme elles sont. Et ce qui rend la chose difficile, c'est quand on est en conflit finalement avec ce qu'on croit devoir faire ou à quoi on croit devoir répondre pour correspondre aux attentes de notre société, aux attentes des hommes. Je veux dire, il y a vraiment à revérifier tout ça. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je dis les choses? Pourquoi je les fais? Est-ce que c'est pour être convenable, pour être intégré, pour être aimé? C'est toujours la même question finalement. Et si une femme nous écoute aujourd'hui et sent qu'elle est déconnectée, qu'elle s'est coupée de sa puissance féminine, quel serait votre premier conseil à lui donner? Déjà, la première chose, si elle s'en est coupée, c'est qu'elle est toujours là. Sa puissance. Elle est toujours là. Je peux pas donner un conseil comme ça, et hop, ça va se faire. Hein, c'est difficile. C'est un chemin. C'est un chemin qui peut aller vite ou lentement selon l'histoire de la personne. Première étape, qu'elle aille regarder chez ses ancêtres femmes. Donc c'est la question du transgénérationnel là qui est posée aussi. C'est de quoi tu hérites, de ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, au moins jusqu'à l'arrière-grand-mère. La deuxième chose, moi j'ai connu ça, hein, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie pendant longtemps. J'étais coupée de mon désir, j'étais coupée de mes envies, hein, au début là, dans ce que je vous racontais au début de notre échange. C'est vraiment de regarder où elle est cette coupure et qu'est-ce qui a généré la coupure. On peut pas faire l'économie de ça, hein. On peut pas faire l'économie de se retourner vers son histoire. Ouais. Est-ce que vous avez un ouvrage que vous souhaitez recommander? Alors, j'ai toujours un petit peu du mal avec la question du livre. J'aurais envie de dire que c'est pas avec le livre que les choses se résolvent ou avec la lecture. Ça peut être très très intéressant, mais c'est pas ça qui va opérer la transformation. Ça peut nous donner envie, ça peut nous éveiller. Non, je dirais plutôt qu'il vaudrait mieux aller voir un art thérapeute. Et justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, on peut me retrouver déjà à l'école à Célestat, ça c'est sûr. On peut me retrouver sur le site de l'école. D'ailleurs, sur le site de l'école, on peut trouver des adresses de praticiens de la région ici qui ont été formés à l'école. Voilà, que je recommande. Hein. Ce sont les gens qui ont fait tout le parcours et qui accompagnent maintenant. L'adresse du site, c'est école-art-thérapie.fr, tout simplement. Mais si vous tapez Célestat, école d'art-thérapie ou Catherine Génie, école d'art-thérapie, vous allez trouver le site. Vous allez voir, il est passionnant. Il y a des articles qui sont intéressants, qui sont pas forcément que centrés sur le féminin, bien sûr, mais qui sont accessibles directement. Il y a les programmes de la formation et puis il y a
aussi les programmes des ateliers tout public. Il y a notamment pour les personnes qui sont intéressées à l'automne une réunion d'information avec un atelier et puis un stage préparatoire à l'entrée en formation pour les femmes qui auraient envie de découvrir un petit peu plus. Voilà. C'est ça, donc toutes les coordonnées de Catherine Génie et de l'école d'art-thérapie humaniste de Célestat seront dans la description de cette vidéo. Moi, j'ai envie vraiment de vous remercier profondément pour la qualité de notre échange et j'espère qu'il vous a nourri autant qu'il m'a nourri moi. Je vous remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de partager. Merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode.